Vous êtes sur la chaîne africaine de télévision. Voici les titres de votre journal. Le Burkina Faso peut vaincre le terrorisme avec des moyens simples, mais il faut que les Burkinabés se parlent franchement et évitent l'hypocrisie et le mensonge. L'un des messages forts lancés par Alassane Bala Sakandé à l'endroit des élus locaux du Sahel. Le chef du Parlement était dans la région pour échanger avec ses forces vives afin de trouver ensemble les moyens adéquats pour lutter contre le terrorisme. Vous l'entendrez dans ce journal. 20 ans de travaux forcés pour infraction de détournement de 48 millions de dollars. C'est le verdict prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa contre Vital Kamerhe, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi. 2 autres personnes sont condamnées dans cette affaire de la gestion de fonds destinés au projet de maisons préfabriquées du programme d'urgence du président de la République. La complicité entre les accusés est sans équivoque selon les juges. Le développement dans un court instant. Dans ce journal également, plus de 3000 filles élèves sont tombées enceintes pendant le confinement décrété pour lutter contre le coronavirus au Kenya. Des chiffres donnés par l'Institut en charge des statistiques sanitaires. Ces filles ont entre 12 et 16 ans. Les organismes nationaux sont en colère et demandent de traduire les auteurs des grossesses en justice. Les explications détaillées dans ce journal. Bonsoir et bonsoir à tous. Il faut éviter l'hypocrisie, le mensonge entre nous. Le Burkina Faso est prêt à accueillir ceux qui nous attaquent s'ils se ressaisissent. Ce sont là quelques mots du président de l'Assemblée nationale burkinabé adressés aux élus locaux de la région du Sahel le jeudi dernier à Dori. C'était à l'occasion de la clôture de la rencontre régionale initiée par le Parlement. Une rencontre qui s'est aussi soldée par des recommandations. Vous allez justement le voir, ce sont des échanges francs qui ont eu lieu entre les deux parties. Suivez plutôt. Ils sont venus très nombreux de l'Oudalan, du Séno, du Soum et du Yaga, les 4 provinces que compte la région du Sahel, pour écouter le message du président de l'Assemblée nationale burkinabé. Vous le savez certainement, la région du Sahel fait partie des 5 régions en proie au terrorisme. C'est d'ailleurs la raison principale du déplacement de l'Assemblée pour être aux côtés des communautés affectées. Face aux élus locaux, Alassane Bala Sakandé commence son adresse, d'abord avec un peu de parenté à plaisanterie. Mais nous avons tenu compte d'un certain nombre de faits. Le premier fait est la situation actuelle qui commande des mesures de distanciation. Même si, quand on dit distanciation, les peuples n'ont rien compris. Ils ont mis des masques, ils sont venus s'asseoir. On dit distanciation, ils ne comprennent jamais rien. En tous les cas, ils n'arrivent même pas à faire une distanciation avec leur peu. Ce n'est pas entre eux qui vont le faire. Donc, moi en tout cas, je vous pardonne pour vos péchés. Ensuite démarrent les choses sérieuses, avec un hommage rendu aux élus de la région pour leur résilience face au terrorisme. Bala Sakandé est persuadé que le terrorisme, justement, peut être vaincu avec des moyens communautaires simples. Je pense qu'ensemble, nous avons la solution. Pourquoi nous, et moi aussi, pourquoi nous, les Bourmarchés, les Boaba, les Foussés, les Yassé, les Peuls, les Pisa, pourquoi nous, les chefs religieux, les chefs coutumiers, les intellectuels, les leaders d'opinion de toutes ces communautés-là, pourquoi on ne s'assoit pas et on donne de la voix pour dire à nos parents, arrêtez pour ces tours. Pourquoi on ne le fait pas? Et nous devons nous mettre en cause. Nous le mettons en cause parce que les meetings, les forats, faire de l'activisme politique ne résoudra pas le problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Le chef de l'hémicycle poursuit son chapelet d'idées pour bouter le terrorisme hors du pays. Entre les communautés, il faut éviter l'hypocrisie, le mensonge, car ces hommes qui attaquent le Faso ne viennent pas d'ailleurs. Si nous mettons de côté l'hypocrisie, le mensonge, faire voir en essayant un temps soit peu d'être sincère, honnête entre nous. Je vous dis que ce qui se passe ici, ce ne sont pas des ennemis venus du dehors avec leur paluchon. J'ai
défis qui comptent. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos femmes, ce sont nos époux, ce sont nos parents qui se retrouvent être au cœur de cette situation. Et ça aussi, ayons le courage et l'honnêteté intellectuelle de se le dire. Dans la région du Sahel, ils sont nombreux les Burkinabés qui ont été tués dans des attaques, en l'occurrence les FDS. Sur ce dernier cas, Bala Sakane fronce la mine, il faut que ça cesse. Leurs enfants aussi ont le plaisir, ce plaisir-là, ils aspirent à ce plaisir de nous les civils. Quand papa revient, on est content, papa est de retour. Simplement parce qu'ils ont choisi le métier des armes. Ce sont nos frères, ce sont nos fils. Ce sont nos parents. Est-ce que nous devons nous camper, nous maintenir dans notre hypocrisie pour envoyer nos frères à l'abattoir? Est-ce que quand nous-mêmes, on attend que tant de militaires sont tombés, tant de forces de défense et de sécurité sont tombées, est-ce que si on se regarde dans la glace, on est content, est-ce qu'on est fiers d'être burkinabés? Puis s'invite la question de la cohésion et de l'unité nationale. Là encore, le chef du pouvoir législatif est ferme. Si vous n'aimez pas le régime en place, on ne vous demande pas, on n'a pas demandé à quelqu'un de devenir Patricia Kaboré, vous devez le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale. On a demandé qu'on se mette ensemble pour travailler pour notre pays. Fort heureusement, ce que l'on a comme pouvoir, ce que le Premier ministre, ce que Sakadi a comme pouvoir, c'est limité. Ce n'est pas comme un bonnet rouge ou un bonnet de l'émir où il faut attendre qu'il meure. Ceux qui ne l'aiment pas n'ont qu'à attendre. Il y a des votes. Si le vote arrive, s'il passe, c'est ça. S'il ne passe pas aussi, c'est ça. Cette tournée dans le Sahel s'est achevée avec la remise de 100 tonnes de vivres aux déplacés internes présents dans les différentes provinces. Ce vivre est composé de petits milles, du riz et du maïs. L'équipe de Bala Sakane déposera sa valise à Kaya pour la suite de cette tournée régionale. Nous prenons maintenant la direction du Mali. Fatoumata Dial, Mahamadou Boiré Mper Diara et Zoumana Moussa Sissé. Voici les 4 membres du Conseil constitutionnel malien qui ont rendu leur démission. Une démission justement intervenue ce samedi suite à la grande manifestation organisée par le mouvement du 5 juin. La Cour constitutionnelle existe toujours. Au plan juridique, selon ces tests, la présidente doit saisir sans délai et dans les 30 jours leur remplacement. Malgré cette démission historique de 4 sages, il faut ajouter un cas de décès. Il s'agit de Modibo Toundi Ginto, juge à la Cour constitutionnelle, ce qui porte à 5 le nombre de sièges vides. La dissolution de la Cour constitutionnelle ainsi que celle de l'Assemblée nationale sont préconisées par plusieurs observateurs acquis et des acteurs politiques et membres de la société comme préalable à la sortie d'une crise sociopolitique du Mali. En attendant, les contestataires du mouvement du 5 juin regroupant des sympathisants du M5-MRP de l'imam Mahamoud Odiko exigent la démission encore du président Ibeka. Une deuxième marche consécutive est intervenue à cet effet. C'était donc hier à Bamako. Au Niger, les élections présidentielles se dérouleront en 2021, mais la diaspora nigérienne pourrait ne pas prendre part à ce vote. Le président de la CENI du pays a fait une sortie médiatique où il annonce que la diaspora pourrait être exclue des prochaines élections au prétexte de la force majeure créée par la Covid-19. Le président de la CENI indique qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Pourtant, les Nigériens de la diaspora affirment être bien préparés pour accueillir cet enrôlement. Pour eux, le vote de la diaspora est aussi un droit constitutionnel. Je vous propose d'entendre un bout de la déclaration du président de la CENI au Niger. Désolé, c'est vraiment le cœur fendu que nous ne pouvons pas aller. Je l'ai dit au nom de tous mes collègues de la CENI, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Je suis juriste. J'assume ce rôle-là aussi de juriste. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle la force majeure, on s'incline et en tout cas, elle fait droit, y compris devant le juge. L'opposition politique ivoirienne demande l'allongement de 2 semaines de la campagne de révision du fichier électoral. En tête de liste, le président
Henri Konan Bédié, son parti, qui dénonce justement des dysfonctionnements pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La révision du fichier est perturbée par la crise sanitaire et des lourdeurs administratives. Il faut donc corriger ces lourdeurs qui entravent le bon déroulé de l'opération d'enrôlement, une opération qui concerne 5 millions de nouveaux électeurs. D'ici lundi, le parti de Laurent Gbagbo va adresser la même demande à la Commission électorale indépendante. Le FPI dénonce également des dysfonctionnements et évoque plusieurs machines nécessaires au processus d'enrôlement qui seraient tombées en panne. Mais le RHDP va-t-il accepter l'allongement de la période d'enrôlement? Attendons de voir. Et justement, dans ce contexte, Henri Konan Bédié est officiellement candidat de son parti, le PDCI RDA, à l'élection présidentielle là-bas en Côte d'Ivoire. L'ex-chef d'État ivoirien, 86 ans, l'a annoncé dans l'après-midi de ce samedi même à Abidjan. Et c'était lors d'une cérémonie du PDCI, lui demandant officiellement à se présenter lors de la convention d'investiture du candidat pour le parti en fin juillet. Une convention pour laquelle aucune autre candidature n'a été déposée pour l'instant. Leader incontesté du PDCI, il met ainsi fin à un faux suspense en répondant à un appel des responsables du parti. Jean-Louis Billon, justement, qui était présenté comme un candidat possible, a annoncé son retrait en faveur donc, de Henri Konan Bédié. Le PDCI désignera donc son candidat à la présidentielle prévue le 31 octobre lors d'une convention éclatée. Il demande encore aux responsables du parti de mobiliser les militants pour lui assurer une victoire éclatante lors de cette convention. Je vous propose de l'entendre. Je suis à la fois surpris et heureux du contenu de vos messages. Nous demandons d'être candidat à l'élection du candidat de notre parti à la présidentielle d'octobre 2020. Heureux et fier d'une telle démarche de votre part, je voudrais en retour vous remercier et vous exprimer toute ma reconnaissance. Je réponds à votre attente en espérant que vous mobiliserez sur le terrain pour amener les membres statutaires de la Convention à assurer une victoire éclatante au soir du 26 juillet prochain. Également, c'est cette victoire qui permettra aux jeunes de Côte d'Ivoire d'accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques. En conséquence, je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public découlant d'une attente forte de la base, m'imposant ainsi l'obligation de compétir lors de cette convention. Parlant encore d'élections présidentielles au Burkina Faso, Kadri Désiré Ouedraogo dit KDO s'est rendu ce matin chez le chef coutumier du quartier de Silmissi, chez les anciens et aussi chez les religieux, c'est là-bas donc à Ouagadougou. Il est allé afin d'obtenir leur bénédiction avant bien sûr les élections présidentielles. KDO s'est aussi entretenu avec ses militants et sympathisants au siège du parti Agir Ensemble. Et cette rencontre a été l'occasion pour le candidat à la présidentielle donc, de renouveler ses engagements pour construire un Burkina Faso nouveau avec les filles et les fils du pays. Le point de cette rencontre avec Ahmed Danema.
Ici, au siège du parti Agir Ensemble, Kadre Désiré Ouedraogo dit KDO rencontre ses militants et sympathisants pour élaborer le plan de guerre électoral qui le mènera au palais de Kosiam au terme de la présidentielle de 2020. Un défi qu'il faut à tout prix relever. Chers amis, notre aventure commune est un grand défi. Certains diraient même un défi insensé, tant il est grand. C'est celui de transformer durablement le Burkina Faso et d'en faire une terre de paix, de dignité et de prospérité partagée. Mais je sais que pour vous, pour nous, il n'est pas hors de notre portée. Et nous sommes convaincus que nous aurons l'adhésion du peuple burkinabé pour le relever ensemble. En ce sens, KDO réaffirme son engagement à être le digne représentant du parti et invite ses partenaires à la persévérance ainsi qu'à la conjugaison de leurs efforts. J'ai accepté à Bobo Dioulasso votre appel à être candidat pour les prochaines élections présidentielles et cet engagement demeure. Je serai parmi vous, je serai avec vous pour toutes les batailles nécessaires pour transformer notre pays. Mais j'ai prévenu alors qu'une seule personne ne peut pas être à elle seule la solution pour le Burkina Faso. La solution viendra de la conjugaison de nos volontés, de nos efforts, de notre persévérance et de notre foi commune. Redonner espoir à la population burkinabé face aux différentes crises auxquelles elle est confrontée constitue ici le cheval de bataille de KDO. À ces routes dégradées dans nos campagnes et dans nos villes, à ces dispensaires et à ces hôpitaux débordés, à ces régions inaccessibles, à ces champs laissés en jachère par des populations transformées en assistés humanitaires. Chers amis, la noblesse de notre combat, c'est de redonner espoir au peuple burkinabé. Ému par la présence et l'accompagnement des habitants du secteur 24, KDO leur témoigne sa gratitude. C'est avec joie que je m'adresse à vous ce jour, dans votre siège, géré avec dynamisme et dévouement, par son directeur, Félix Compaoré, que je salue, avec l'ensemble de son équipe. Je remercie les populations du secteur 24 pour l'accueil et l'hospitalité généreuse qu'ils n'ont cessé d'apporter au siège du mouvement depuis son installation dans ce beau quartier. En amont de la rencontre avec les militants et sympathisants de Agir Ensemble, KDO s'est rendu tant chez le chef coutumier et les anciens que chez les leaders religieux en vue de recevoir leur bénédiction pour la présidentielle prochaine. Je vous emmène maintenant en RDC. Vital Kamere, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans de travaux forcés pour infraction de détournement de 48 millions de dollars. Il est aussi condamné à 10 ans de non-éligibilité après la peine. Le verdict est tombé ce samedi même dans le procès des maisons préfabriquées à Kinshasa. Le tribunal a expliqué que la jurisprudence renseigne qu'il n'est pas obligatoire de retrouver l'argent dans les comptes de l'accusé pour que le détournement soit constaté. Il a également expliqué que l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, patron d'une société et principal co-accusé de Vital Kamere, n'a pas été en mesure de préciser la destination de 48 millions de dollars issus du trésor public. Il sera expulsé définitivement du territoire national après l'exécution de la peine. La collusion et la complicité entre les accusés est sans équivoque. Donc 20 ans de travaux forcés pour chacun d'eux, précise le tribunal. L'avocat principal de Vital Kamere compte faire appel. Pour lui, il n'est pas question d'accepter un tel jugement. Dans la suite de votre journal, plus d'1 million de femmes et de filles au Burkina Faso sont confrontées quotidiennement à des violences sexuelles. À cela s'ajoute la problématique de la famine, du manque d'eau, sans oublier la présence de la pandémie de coronavirus qui donne du fil à retordre justement pour combattre ces maux. Le rapport de l'OSFAM intitulé « Les femmes dans la crise survivante et héroïne » fait cas de toutes ces difficultés. Et suite à la publication de ces informations, la ministre en charge de la femme et de l'action humanitaire a voulu apporter des éclaircissements sur certains résultats
émanant de ce rapport en initiant une conférence de presse à Ouagadougou. C'était de concert avec le directeur pays de l'Oxfam et le compte-rendu de ce reportage est signé Ahmed Danema. La recherche de les corvées d'eau sur de longues distances entraîne souvent d'exposer donc à des menaces liées donc aux abus sexuels, à la violence sexuelle. Le rapport intitulé « Les femmes dans la crise », survivantes et héroïnes de Oxfam, défraie la chronique, suscitant de part et d'autre de multiples interprétations de ses résultats. Attirant l'attention du public sur le calvaire vécu en ce moment par les déplacés internes du Burkina face aux difficultés d'accès à l'eau potable et aux vivres, Oxfam dit vouloir tirer la sonnette d'alarme pour une meilleure prise en charge de ces personnes vulnérables à travers ce rapport qui se veut être le début d'investigations approfondies. Le rapport nous indique que les indicateurs de genre qui sont en place dans les projets et dans les propositions de financement doivent être améliorés pour répondre plus adéquatement aux besoins spécifiques donc des femmes. En mettant l'accent sur les besoins des femmes, Oxfam a voulu sonner l'alerte pour une meilleure mobilisation des acteurs sans prétendre faire un tour exhaustif des besoins des femmes, une couche spécifique dont nous savons et reconnaissons tous la vulnérabilité, surtout dans un tel contexte. Pour nous, il est le début d'investigation dont nous souhaitons plus approfondir pour mieux appréhender les plaintes. Concernant la confusion sur le terme « autorité » employé dans le dit rapport de Oxfam, le directeur pays explique qu'il s'agit simplement de toute personne jouissant d'un pouvoir sur les sites des déplacés. Malheureusement, ce terme donc est arrivé donc dans le rapport en termes d'autorité. Il ne faut pas voir l'autorité en termes donc de dépositaire de l'argent public qui va donc qui est indexé, mais c'est toute personne, tout acteur intervenant donc sur le site avec un certain pouvoir sur les autres donc qui est interpellé. À ce sujet, la ministre en charge de la femme et de l'action humanitaire précise que les détournements de vivres dont aborde le rapport ne concernent en aucun cas les agents de son ministère. Les acteurs humanitaires s'inscrivent dans la direction du gouvernement. Maintenant, les ressources que les acteurs humanitaires collectent et mettent en œuvre, il y a les acteurs humanitaires qui le font directement. Oxfam, il demande la permission pour aller sur un terrain, on lui donne la permission pour que nos services l'accompagnent, mais il injecte ses fonds directement, il fait la distribution directement, nous ne sommes pas au courant. Pourquoi pensons-nous que ce sont les vivres de l'État qui sont détournés et pas les vivres des ONG qui vont? Pourquoi pense-t-on que les acteurs de mise en œuvre des ONG ne peuvent pas détourner? Afin d'éviter tout éventuel amalgame relatif à l'action humanitaire qui puisse créer des tensions au sein de la société burkinabé, la ministre invite ses collaborateurs et partenaires à travailler en synergie d'action. Nous avons besoin d'une coordination des actions, c'est ce que je vous ai dit. Et tantôt, les gens pensent que c'est la ministre qui veut caporaliser. C'est pour éviter cela. Parce que quand on mutualise, on coordonne, quand il y a un problème, on sait où se trouve le problème. On peut l'identifier rapidement. Le Burkina Faso compte aujourd'hui plus de 900 000 déplacés internes enregistrés à la date du 7 juin dernier, dont les femmes et les enfants représentent 83,88%. La ministre de la Femme, Marie-Laurence Ilboudo, invite par ailleurs les filles et femmes en âge d'acquérir la carte nationale d'identité de se munir de cette pièce afin de pouvoir jouir pleinement de leurs droits. On y va au Kenya pour terminer cette session d'information. 3964 filles élèves sont tombées enceintes pendant le confinement décrété pour lutter contre le coronavirus. L'enquête est l'œuvre du Kenya Health Information System. Ces jeunes filles sont âgées de 12 à 16 ans et issues du sud-ouest du pays. L'Institut en charge des statistiques sanitaires indique que le pic de ces grossesses est intervenu en mars. Ces données recueillies dans les hôpitaux sont partagées par les autorités locales. La chef du département de la jeunesse et de l'instruction civique de Machakos s'est interrogée comment une fille de 12 ans peut-elle devenir mère. Pour elle, ces grossesses sont liées à des abus perpétrés au sein des familles sans toutefois évoquer le terme insecte. La plupart de ces cas concernent des enfants qui ont été enlevés des centres urbains à la suite donc de Covid-19 et laissés entre les mains de leur grand-mère à la campagne alors que les parents retournaient dans les villes, a-t-elle déclaré aux médias locaux.
Choqué Salomé Moutana plaide pour la traduction donc en justice des auteurs de ces grossesses. D'après une étude de l'ONG britannique Plan International, 58% de jeunes filles au Kenya ne retournent jamais à l'école après une première grossesse. Décision prise soit par honte, soit après une exclusion par l'école comme en Tanzanie. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain encore, je serai avec vous pour notre session d'information, toujours avec le même plaisir. N'oubliez surtout pas de prendre bien soin de vous et de suivre les programmes de la chaîne africaine de télévision. Excellente soirée.